Bonjour l'élite, nous sommes sans doute le 17 ou le 18 novembre, j'ai pas encore choisi quand je ferai paraître cette vidéo, mais aujourd'hui, enfin dans le cadre de cette vidéo, j'ai envie de vous parler de bande dessinée. Donc avant de commencer, voilà, pour pas que j'oublie, donc il y a un vidéaste spécialisé dans la bande dessinée, il y en a pas beaucoup en France, et voilà, il a 530 abonnés, donc soyez fiers de le découvrir avant que d'autres le découvrent, qui s'appelle le Fils de Bulle, qui est notamment connu pour avoir fait une vidéo sur la BD préférée de Moisy, vous savez, Impertinent Génocide, qui s'appelle Jason. Voilà, donc c'est une vidéo avec 6000 vues qui a bien marché sur la BD préférée d'Impertinent Génocide. Et puis moi j'ai vu plusieurs de ces vidéos, je pense une dizaine, et ma préférée, donc il y a celle sur Imbattable qui est pas mal parce que je connais Imbattable et voilà, mais ma préférée c'est celle sur Black Sad. C'est une BD qui m'a fait connaître, en gros c'est des animaux anthropomorphes avec, donc vous savez, des animaux comme dans, je sais pas, Zootopia ou autre, qui reprennent un peu des codes d'humains, avec un inspecteur qui est un chat noir, Black Sad, et ça a l'air super. Enfin, la description, il m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Moi, j'ai regardé la vidéo 2 fois et je la regarderai encore une fois. Et j'ai pas réussi à louer la BD. Ils l'ont dans ma bibliothèque, médiathèque, mais ils l'ont jamais quand j'y vais. Donc c'est nul. Et moi, je veux commencer par le 1. Donc parfois, il y a d'autres tomes, mais pas le 1. Donc j'attends que le tome 1 soit disponible, puis je lirai dans l'ordre. Voilà, ça a l'air vraiment super. Enfin bref, donc voilà, abonnez-vous à l'Obscur si vous aimez un peu la BD. Il parle vraiment de choses pas très connues. Bon, après il va parler voilà de la marsupilami ou autre. J'ai Spirou, d'ailleurs j'ai pas vu ni marsupilami ni Spirou, mais faudrait que je les regarde parce que faut un peu commencer par parler des bases ou du tout venant avant de s'enfoncer un peu plus dans des choses qui parlent à moins de personnes. Et ben voilà, franchement je vous conseille ça si vous aimez les bandes dessinées ou même si ça vous parle. Là il y a un joli débat un peu sur que répondre aux critiques sur la BD qui est très intéressante. Voilà, c'est pas une passion qui a parlé à tout le monde, c'est même pas forcément une passion, mais si voilà, je vous conseille d'y aller. Et bien à toi, le Fils de Bulle. Je sais que c'est l'Obscur surtout qui participe à cette émission. Je crois qu'il y a aussi Game Focus, l'un des vidéastes qui fait des vidéos sur le cinéma. Donc salutations à vous, je vous aime bien et j'aime bien ce que vous faites. Maintenant, je vais vous parler d'une BD, comme je vous l'ai dit. Une BD, alors je vous l'ai dit, au départ j'ai lu ça, et donc c'est mon père qui allait la louer à une médiathèque, et puis il me les prête en fait quand il rentre, et on tourne un peu, une fois qu'il les a lus, il me les prête, et du coup voilà, il m'a dit tiens tu vas voir c'est pas mal, et au début donc j'ai un peu lu, puis après je lui ai dit ah tiens c'est pas mal, c'est une histoire vraie. Il m'a dit non c'est je sais pas d'ailleurs pourquoi il était un peu sûr de lui. Non c'est une fausse histoire. Et en fait si c'est extrait d'une histoire vraie. Mais j'ai lu le résumé Wikipédia de cet homme. C'est assez incroyable. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jean-Marie Desguinet. Vous le voyez dans le truc, Jean-Marie Desguinet. J'ai toujours dû préparer. Attendez, Wikipédia. D'ailleurs, oui, je voulais vous dire, est-ce que, prenez un peu le temps de répondre s'il vous plaît, 1 ou 2 secondes, est-ce que ça vaut le coup que je sorte mes vidéos, ce genre de vidéos un peu critiques, parce que j'ai dit que les critiques de films, j'allais les mettre sur la, comment ça s'appelle, la chaîne secondaire, mais est-ce que les critiques de BD ou autres d'œuvres, je les mets toutes sur la chaîne secondaire, ou est-ce que ça vous intéresse aussi? De toute façon, si ça vous intéresse, allez sur la chaîne secondaire. Je sais pas trop, à voir comment ce genre de vidéo marche, si ça marche pas beaucoup, après là, je l'ai mis sur la chaîne principale pour un peu faire découvrir le Fils de Bulle à ceux qui le connaissent pas, donc c'est pour ça. Mais je pense que d'autres je mettrais plutôt sur la chaîne secondaire. Enfin bref, c'est donc cette personne qui est plutôt bien rendue dans le livre. Je sais pas si vous regardez, là c'est sa tête, c'est un peu comme là, qui s'appelle Jean-Marie Desguinet. C'était un écrivain français de langue française et bretonne. Ben voilà, c'est tout, c'est juste pour vous montrer qu'il a vraiment existé, qu'il a écrit ses mémoires en gros, et que ses mémoires sont racontées dans ces 3 BD. C'est une BD en 3 tomes avec son enfance, sa partie dans l'armée et sa partie quand il est revenu et qu'il est devenu comment ça s'appelle civil, qu'il est retourné à la société civile. Alors je vous lis pas et je ne vous divulgage pas. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, mais croyez-moi que moi qui ai eu le plaisir de découvrir un peu toutes les péripéties qu'il a traversées, ça m'a bien intéressé, j'ai trouvé ça fantastique. J'ai pas pleuré à un moment, mais il y a un moment qui est très triste. Voilà, il y a un moment qui est très triste. Et le problème c'est que j'ai vraiment pas envie de vous divulgacher, donc c'est dommage. Je vais pas faire comme pour Rambo ou alors non attendez, je vais faire une partie divulgachée et une partie non divulgachée, d'accord? D'abord je vais vous faire une partie sans divulgachage. Alors c'est 3 tomes qui se présentent chacun une façade différente de la vie d'un paysan
qui est né vraiment dans une famille de mendiants. Oh non, mais déjà je divulgage, mais je sais pas comment en parler sans en divulgacher, c'est un problème. Mais en gros, voilà, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'émotion esthétique, c'est que c'est très bien dessiné, c'est que on ressent beaucoup de choses, c'est un destin hors du commun, alors que c'est pas une personne qui a amené un grand destin au départ, et c'est très attendrissant, et on découvre beaucoup de choses sur notamment les traditions en Bretagne, ou la vie de ce que pouvait être la Basse-Bretagne, donc autour de Quimper. Vous savez qu'en plus j'étais à Quimper la semaine dernière, là, quand j'ai les vidéos sur Papacito, donc ça m'a fait rire, quoi. Et voilà, de quelqu'un qui a vécu sous Napoléon, qui a servi dans les armées de Napoléon. Attendez, 1834. Mais pourtant, si, il sert sous Napoléon, mais Napoléon, c'était pas ça. Attendez, je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Jean-Marie Desguinet. Napoléon, c'était vers 1805 et tout, non? Nanani, il fait la caserne à Lorient durant la guerre de Crimée. Et c'était quoi la guerre du Crimée? Alors, la guerre de Crimée... Attendez, je vais vous le mettre là, excusez-moi, il faut que je vous le mette à l'écran. Opposa de 1800... Attendez, j'ai mis en noir là, non? Hop, voilà. Opposa l'Empire russe à une coalition formée de trucs, la France, etc. Il s'acheva par la défaite de la Russie. Oui, en fait, ben voilà, comme c'était une guerre avec la Russie, j'ai cru que c'était sous Napoléon, mais en fait non, ça se passe en Empire français. C'est quoi l'Empire français? Lorsque Louis-Napoléon Bonaparte devient... Ah, mais c'est ce qu'on s'est dit. Vous savez, on m'a dit qu'il y avait la République, là, parce que j'ai fait une erreur avec le Second Empire dans la vidéo sur la Franco-Prusse, où j'ai dit donc oui, le Napoléon III était venu au pouvoir après 70, c'est une grosse connerie. En fait, il est venu au pouvoir, il a été élu en 48, puis il a instauré l'Empire en 52. Et donc là, c'est des guerres qu'il a menées, le jeune Jean-Marie, quand il avait... à partir de 55 en gros, voilà, donc quand il avait quel âge? Quand il avait 16 ans? Ouais, une vingtaine d'années quoi. Voilà, et donc il a mené des guerres pour le Second Empire. Très bien. Et partout, hein, Mexique, enfin c'est pas tout décrit là-dedans. Là c'est plutôt Kabylie et Russie dans le livre sur la guerre, et c'est super. Enfin bref. Et donc voilà, extrêmement bien. Et donc cette partie de la Bretagne qu'on connaît peu, et effectivement c'était des gens un peu, on va dire, arriérés avec leurs propres croyances. Moi je sais qu'avant on employait beaucoup de femmes de ménage bretonnes ou autres, et que c'était effectivement des gens un peu bourrus. Je sais, à Paris, voilà, on avait des femmes de ménage bretonnes comme Bonne Mine. Non, attendez, elle s'appelle pas comme ça. Comment elle s'appelle là? Et elles avaient ce chapeau un peu spécial, vous savez. Il y a une femme... Attendez, elle s'appelle comment? On a fait un film sur elle, Claudette, Bernadette, je sais plus, vous allez me le dire, Capucine, Bérangine, non, c'est un truc comme ça, Berlusine, un truc comme ça, bref, c'était la femme de ménage, et il y avait une BD sur elle, donc voilà, les femmes de ménage bretonnes étaient un peu connues, et c'est tout un pan de la culture un peu française, historique, régionale, qui est traversée, mais aussi un destin, et comment un enfant, un adolescent, un adulte, et un adulte qui a vécu beaucoup de mauvaises choses dans sa vie, enfin beaucoup de coups du sort, vit ça, le ressent, le décrit et réagit à tout ça. C'est vraiment très beau. Alors maintenant que j'ai fini la partie sans divulgachage, s'il vous plaît, partez de la vidéo si vous ne voulez pas être divulgaché pour découvrir cette BD. Maintenant, si vous avez déjà lu cette BD, si vous voulez la découvrir et que ça ne vous dérange pas de vous être fait divulgacher ou autre raison, je ne sais pas s'il en existe d'autres, eh bien vous pouvez rester, mais s'il vous plaît, moi j'aurais tendance à dire quand même arrêtez la vidéo là et allez essayer de voir si votre médiathèque loue cette BD ou si vous pouvez avoir. Moi j'ai lu la BD et maintenant j'ai envie d'acheter le livre Mémoire d'un paysan bas breton, parce que vraiment ça m'a marqué. Allez, c'est parti, la partie divulgachage. Jean-Marie Desguinet, donc qui a vraiment écrit ses histoires et qui a fait publier, était né dans une famille pauvre, effectivement, de paysans bretons, où en fait la première partie du premier livre, ça va être comment il apprend la mendicité, tout simplement, et qu'est-ce qu'il retire de cette mendicité. Il a un accident quand il est jeune, et à partir de cet accident, il va voir un peu la vie différemment, puisque il s'est cogné la tête, et on ne sait pas si c'est vraiment son cerveau qui a été impacté, ou si c'est lui qui s'imagine que son cerveau est impacté, mais en tout cas, il dit qu'à partir de là, il a tendance à voir les gens qui sont malhonnêtes, ou en tout cas à voir un peu l'hypocrisie des choses. Donc il va en déclarer, comment dire, s'armer un peu d'un dédain contre tout ce qui est clérical, donc
la religion, etc., même dès son plus jeune âge, mais il va toujours essayer d'être quelqu'un d'appliqué, qui essaye de savoir des choses, c'est vraiment important pour lui le savoir. Donc il va réussir finalement à se faire employer ou à travailler pour notamment un peu l'église, où il va essayer d'apprendre le latin par cœur. Et on voit déjà que c'est un cerveau assez efficace, parce que sans enseignement, sans accès à l'éducation, sans savoir lire, il va réussir à apprendre les lettres et apprendre à lire dans un milieu complètement illettré, des paysans bretons mendiants. Et voilà, il y a des belles scènes avec la mendicité, avec ce qu'est la mendicité, comment est vécue la mendicité. C'est quelque chose de rare, de rarement abordé, et là ça l'est très bien dans cette BD. Donc déjà c'est un petit point de vue qui était sympa. Je commence après ça. Il a son petit accident. On nous parle effectivement de la vie des différents types de mendiants, les mendiants sympas, les mendiants méchants. Après que voilà, quand il était à ses cours de catéchisme avec les prêtres bretons qui étaient un peu méchants, qui voulaient le convertir, enfin comment dire, qui avait pas un esprit très ouvert, ou qui le récompensait pas alors qu'il faisait des trucs bien. Après, il était effectivement hébergé, ses parents travaillaient pour un mec qui était plutôt malsain. Puis on nous parle un peu des légendes bretonnes, de ce qui s'est passé avec ce mec, de comment les gens ont réussi à emprisonner le mal dans un chien. Enfin bref, il y a ce jeune garçon qui s'interroge sur toutes les choses de la vie, pendant qu'en fait on est en parallèle avec son lui du futur qui est mourant, qui est dans un hospice et qui se fait en fait virer de l'hospice en même temps. Donc voilà, c'était un très joli premier tome avec voilà, c'est vraiment, et ça s'appelle Le Mendiant, et c'est vraiment, ça se concentre sur la mendicité un peu et l'enfance pauvre des paysans bas bretons avec la culture régionale bretonne. C'est un excellent bouquin qui en apprend beaucoup des choses. Maintenant, la partie 2, vous le voyez à la couverture, on a un fantassin, ou je sais pas comment ça se dit, un grenadier ou autre, du Second Empire. Effectivement, pendant 14 ans, Jean-Marie, après être devenu mendiant et avoir notamment en fait servi comme garçon de ferme auprès d'un érudit. Vous savez qu'à une époque, il y avait la ferme telle qu'on la pratiquait, et puis la ferme telle que les nouvelles personnes la pratiquaient, avec des vaches que tu vas leur donner du fourrage au lieu de les laisser pâturer tout le temps, tu vas nettoyer certaines choses, tu vas alterner les cultures, ce genre de choses qui se faisaient pas par les paysans un peu bourrus qui étaient pas très érudits ou autres, mais qui se faisaient par des personnes qui avaient étudié l'agriculture. Et on a en fait cet éloge des personnes qui venaient avec une science de l'agriculture, et Jean-Marie, donc le personnage principal, qui apprend tout ça et qui est un peu ébahi par tout ça. Et il a des discussions avec quelqu'un qui a un savoir incomplet, qui est assez rigolote, et voilà, comment marche le télégraphe, comment marche ce genre de choses, c'est vraiment très sympa. On est plongé dans une époque, la France d'il y a 150 ans, qui est dont on parle peu souvent et qui est très intéressante. Et en fait, ça vient un peu en parallèle de Zola, dit Rougon-Macquart, parce que Rougon-Macquart, ça se passe quand? Ça se passe en 1800... pareil, ça se passe pendant le Second Empire, donc en fait c'est la même période. Et voilà, ça vient étoffer en fait tous les écrits des Rougon-Macquart, donc 20 romans incroyables sur la vie au Second Empire, la bourgeoisie, mais aussi la campagne, etc. Eh bien, on a là un point de vue sur les Bretons. Voilà, c'est très intéressant. La partie sur la guerre est incroyable. Quand il va s'engager, qu'on croit qu'il est trop petit, qu'il va réussir... Et puis voilà, il va commencer à partir, il va vivre plein de choses. La campagne de Russie qui est très marquante, voilà, des fronts très durs, des bombardements, et à la fin il parle avec des Russes lettrés qui parlent français. Il chope une maladie, il a failli en mourir, puis après il va en Kabylie. Là pareil, la Kabylie, c'est des combats contre des mecs qui n'ont pas forcément des armes hautes, qui les agressent. Et déjà des gars qui ont torturé les Français, donc après les Français font une expédition punitive. C'est vraiment pas mal décrit. Puis il y a cette ambiance quand ils rentrent, je crois qu'ils ont aidé un moment une région d'Italie, et quand ils rentrent, finalement, ils sont accueillis en héros par toute la population qui les acclame. C'est des belles images, c'est des beaux moments, et voilà. Ouais, là, je suis en train de revoir un peu la Kabylie. Il y a il y a des exécutions sommaires, etc. Et à la fin, comment ça se passe? Ben à la fin, il rentre tout simplement. Il est rapatrié, et donc voilà, ça c'était le deuxième tome sur l'armée, très intéressante, le Second Empire.
la Russie, et on n'en parle pas, mais il a aussi fait le Mexique, la Syrie, je crois. Enfin, il est allé dans plein d'endroits. C'est fou, il a été soldat pendant 14 ans. Et c'était un peu un de ses objectifs. Ah oui, il y a des scènes très drôles où en fait, il rencontre un mec qui a plus ou moins fait des études et qui connaît des trucs, genre la poussée d'Archimède, comment la gravitation, ce genre de choses. Et en fait, t'as des scènes où les mecs, ils sont dans des tranchées comme ça, ils courent avec leur arsenal. T'as des obus qui explosent à côté d'eux. T'as le mec qui est juste devant eux, qui se prend une balle dans la tête et qui meurt. Et t'as le petit qui est là parce qu'il est encore jeune à l'époque. Enfin, de toute façon, il reste tout le temps petit dans sa vie. Il est toujours resté petit. Et qui lui dit, et alors, comment ça se fait que les bateaux, ils peuvent flotter et pas les pierres? Et t'as l'autre qui lui répond. Et puis tu sais, tu vois des obus qui explosent à côté de lui. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, si tu connais cette BD, Le Fils de Bulle ou L'Obscur, je veux bien votre avis là-dessus. Si vous l'avez déjà lu, est-ce que vous avez trouvé bonne ou pas? Moi, j'ai trouvé super. Et donc c'est adapté effectivement des mémoires de Jean-Marie qui sont, moi j'ai vraiment envie de les lire, même si je connais déjà tout avec Wikipédia et sur tout ça, c'est un sacré bonhomme. Quand tu dis ça, c'est vraiment un sacré bonhomme et qui en a bavé. Et quand tu vois quand il en a bavé, c'est plutôt dans le 3e tome, Le Persécuté, où en fait ses positions anticléricales déjà lui apportent pas mal de problèmes, avec notamment une femme avec qui va rencontrer. Et il y a une scène vraiment très belle où il va être marié avec elle. Donc déjà au début lui il voulait pas se marier, puis alors le moment où il se marie et il dit oui, je consens à la prendre pour épouse, mais pas devant Dieu parce que j'en ai rien à foutre, etc. Et après le prêtre qui fait alors pas de mariage. Bon, c'est des trucs de fou, c'est des trucs de fou. Ils sont assez énervés. Finalement ils acceptent de se marier, et puis il y a cette scène où il va faire l'amour. Il retrouve sa femme dans l'eau. Mon épouse rejoint-moi, c'est très beau parce que l'homme n'a pas connu beaucoup de tendresse depuis qu'il est petit. Et là, voilà, il y a quand même une très belle. Enfin, je vous montre l'image, mais c'est. Hop, quand on voit un peu tout ce qu'il a traversé, attendez, c'est où? C'est là, c'est ici, non? Regardez. On voit qu'il s'enlace dans le lac. C'est joli, quoi. Après tout ce qu'on a traversé, le voir comme ça, enserrer sa femme, ça, c'est vraiment émouvant, moi, je trouve. Et bref, à côté de ça, lui est un excellent agriculteur, donc il récupère des terres en friche, donc personne ne veut, boueuses, marécageuses et tout. Il arrive à infester de ronces, et lui il arrive à maîtriser son élément, à le transformer et à en faire des choses qui lui rapportent beaucoup. Donc il y a des scènes avec son oncle qui vient, qui se fout de sa gueule, les gens qui se foutent de sa gueule, puis au fur et à mesure qu'il a des succès, les gens arrêtent de se moquer ou partent, voilà. Et la vie continue son cours avec sa femme qu'on sait pas, elle commence un peu à l'ignorer, mais il y a des problèmes. Sa femme était plutôt sympa avec lui, même si elle était un peu cocasse, mais la mère de sa femme, lui, l'a toujours détesté parce qu'elle était très, comment dire, elle croit au chat noir ou autre, je sais plus comment on dit ce mot, faible d'esprit, on va dire, et superstitieuse, voilà. Et elle était superstitieuse et elle a toujours été aigrie avec lui. Enfin bref, on nous montre, voilà, comment ça, il passe 15 ans de sa vie, après 15 ans d'armée, il passe 15 ans là-dedans, et puis un jour, sa maison brûle. Et avec sa maison brûle, il perd tout, et là, c'est vraiment déchirant, quoi. Quand on le voit il a construit tellement de choses, et avec sa maison qui brûle, sa grand-mère qui l'engueule, il pète un câble. Finalement, ils arrivent à, un peu comme dans l'Assommoir, enfin, dans l'Assommoir, ils vendent pas d'alcool, mais bref, je sais pas trop comment ils arrivent, lui et sa famille, à devenir des vendeurs de bar, quoi, dans un bar. Ça se passe mal avec sa grand-mère, et puis il fait un accident, il a failli mourir, finalement il est guéri, et sa femme toujours devient de plus en plus exubérante, et c'est là où il y a vraiment un truc déchirant, c'est que sa femme, il n'y a plus de contact avec elle depuis quelques années, ou de contact bon avec elle est exubérante, elle devient bourrée, elle devient folle, et vous savez, c'est une maladie qui est aussi exposée dans l'Assommoir, tout simplement. C'est le mari de Gervaise qui chope cette maladie, le délirium très mince. Donc tu deviens fou et tu meurs dans des crises d'apoplexie à la fin. Donc je crois que c'est causé par l'alcool, j'ai l'impression, puisque dans Zola, il meurt comme ça. Ah tiens, on va voir. Délirium très mince. Délirium très mince. Voyons voir ce qu'on nous dit là-dessus. Délirium très mince. Ah oui, symptômes de sevrage alcoolique. Donc c'est bien ça, c'est bien lié à l'alcool. Et c'est bien, c'est pas un truc freudien ou je sais pas quoi, c'est bien un vrai truc, putain. Et ça a été décrit pour la première fois en 1813. Et ben dis donc, ça a été décrit pas mal de fois, parce qu'après on le voit dans l'Assommoir et on le voit dans ce truc-là.
Délirium très mince est un trouble neurologique sévère décrit pour la première fois en 1813 lié au syndrome de sevrage alcoolique. C'est ce que j'ai lu sur un article sur les mendiants, que ouais non on veut pas leur donner ça parce qu'ils vont se boire de l'alcool avec, ce que je pense. Hein. Je ne donne pas d'argent aux mendiants qui ça se voit que c'est des mecs qui ont pas de projet ou autre, ou à part des brochets de ceux parce qu'après ils vont prendre l'alcool. Mais sauf que le mec dans l'article disait oui mais l'alcool c'est la seule drogue qui te tue ou qui te tue quand tu te sèvres. Donc en fait leur acheter de l'alcool c'est ce qui leur permet de rester en vie. Bon après voilà, vaste débat, moi je préfère ne pas donner, voilà, mais il y en a qui disent bah, donne pas, mais il y en a qui disent ils veulent donner de l'argent et qu'après le mec achète ce qu'ils veulent acheter, ils disent non tu donnes ton truc, et puis il y en a qui s'offusquent quand ils offrent un pain au chocolat ou autre et que le mec refuse. Et il y avait tout un article qui expliquait ça, c'était pas mal hein, franchement l'article était convaincant, alors pourtant au départ tu dis mais attends merde, il a qu'à accepter de la bouffe cet enfoiré quand je l'en offre au lieu de dédaigner ou parfois d'être agressif. Ben en fait voilà, le mec expliquait bien comment c'est ça. Bref, et donc il s'agit d'un état d'agitation avec fièvre, tremblement, onirisme et trouble de la conscience propre à l'intoxication alcoolique. Le délirium très mince survient uniquement chez les alcooliques au cours d'un sevrage d'alcool non contrôlé par un traitement efficace du sevrage. Les benzodiazépines servent habituellement de traitement contre ce type de trouble psychologique. Punaise! Donc c'est un vrai truc qui tue, et effectivement lié à l'alcool, tu vois. Et ben sa femme finalement meurt de ça, et c'est extrêmement triste parce que lui, il a vraiment une vie difficile, il a dû tout quitter, l'accomplissement de sa vie qui s'est évaporé en fumée, ça se passe pas bien avec sa famille et tout, et tu le vois ben, avec sa femme qui meurt. Et franchement, c'est ce moment où j'avais les larmes aux yeux un peu. C'est très très triste. Vous voyez, on voit sa femme, excusez-moi, on voit sa femme, putain. On voit sa femme qui est morte là, vous voyez, dans le truc là, quand elle est étendue à terre, et lui qui verse une larme. Et vraiment, c'est assez émouvant là. En parlant, je suis un peu. Et donc, ouais, le bonhomme a eu une vie difficile. Voilà. Le bonhomme a eu une vie difficile. Et puis après, voilà, il rebondit tant bien que mal, mais finalement, plus sans mal qu'en bien, ses enfants lui sont pris, puis à la fin, il finit sa vie dans le dénuement, il a plus eu grand chose, et puis ce qu'il choisit de faire, c'est quoi? C'est d'écrire ses mémoires. Donc il utilise un peu ses ressources à la fin pour écrire ses mémoires, et pour... je sais pas, c'est vraiment très beau, je suis un peu ému là en lisant, parce que c'est tellement le mec qui à la fin, il se dit, putain, mais j'ai plus rien, j'ai juste raconté ma vie, puis donner ça, puis à la fin voilà il donne son bouquin à l'éditeur et il dit ben voilà, publiez ça, publiez mes mémoires, lisez-le ou pas, s'il vous plaît au moins lisez-le, mais bon je suis désolé de vous avoir pris votre temps. Enfin c'est très beau, à la fin ça se finit comme ça, et puis je sais plus comment il meurt, mais à la fin ça se passe attendez il est revenu, il est revenu à l'hospice, j'ai l'impression, dont il était parti. Et il meurt. Il meurt. Voilà. Bah, écoutez, ouais, c'est comme ça que ça se termine. Voilà, je pense que vous l'avez vu. Hein, j'étais ému à la fin là. Mais je trouve vraiment ce truc incroyable. Donc lisez-le. J'ai beaucoup aimé et ça nous apprend des choses sur la Bretagne, la vie de mendiant. Et puis même ça a une émotion esthétique. Donc ça vaut tout à fait le coup. Alors j'ai pas lu du coup qui sont les auteurs. Effectivement, il faudrait leur faire un peu hommage parce qu'ils ont fait un bon travail. Les personnes adaptatrices, il y a Babono, je connais pas, Bed BD, pas Beg BD mais Bed BD, et Gonzalbo. Écoutez, voilà, ce sont ces personnes. Et puis au début, ils ont mis des jolis mots. Alors je vous lis les jolis mots, enfin c'est pas vraiment des jolis mots, mais c'est des mots que j'ai lus aussi. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? En tant que pourfendeur de superstition, Jean-Marie Desguinet, donc la personne qui parle, c'est certain, aurait été réfractaire à ce qui va suivre. Il est pourtant des constellations qui semblent se mettre en place pour que tout devienne une évidence. Jean-Luc, pour m'avoir confié l'adaptation en BD de ses mémoires, qui ont trouvé un écho particulier en moi, me remémorant mon enfance. Et ouais, peut-être si tu as vécu... Christophe, qui a été un puits de science qui m'a servi de guide bienveillant dans la culture bretonne. Mes grands-parents maternels, pour m'avoir élevé à la campagne, faisant de moi un paysan haut béarnais. Je vous suis tous reconnaissants. On est bien peu de choses, en aurait conclu ma grand-mère. Ah oui, il y a des expressions bretonnes aussi qui sont rigolotes. Par exemple, il y a 3 manières de vivre. Vivre, vivoter et... je sais plus la troisième. Mendier, je crois. Un truc comme ça. Place donc à l'histoire de l'homme qui a toujours été peu de choses. Et ce n'est pas la moindre de ses grandeurs. Bon, c'est une phrase un peu énigmatique, voilà, qui veut dire tout et son contraire, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit après dans le deuxième? Il nous dit...
Nous tenons particulièrement à remercier François Hack et l'association Arcae pour leur carte blanche, en espérant que cet ouvrage viendra combler leurs attentes. Mais j'espère que cet ouvrage a bien marché, je sais pas, faut que je m'en renseigne, mais moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Hein. Et quand, enfin vraiment, j'ai adoré la lire. Et bravo. Alors je sais pas si je pense que les auteurs liront jamais ça. De toute façon, je pense que c'est plutôt l'œuvre de Jean-Marie Comte, mais eux non. Enfin non, parce que je vous ai montré les images. Les images sont très belles. Sans les images, ça m'aurait peut-être pas autant parlé. Donc bravo à vous si vous voyez cette vidéo, je pense pas, mais voilà. Enfin, on nous dit quoi? Je remercie Audrey pour sa patience et sa gentillesse. Stéphane, un Béarnais qui a su m'imprégner de la culture bretonne pour réaliser ces 3 tomes. Et je dédie particulièrement cet album à ma mère, une basse bretonne, fille de paysans pauvres qui a, comme tant d'autres, dû apprendre le français à coups de règles sur les doigts. Ça, c'est Christophe Babonneau qui nous dit ça. Merci à Audrey pour ces longues années de collaboration qui prennent fin sur ce tome. À mes aïeuls, vivants ou morts, en mémoire de cette enfance passée à la campagne, dans la ferme de mes grands-parents maternels. Stéphane Bedbédé. Alors là, il me fait rire son nom, Bedbédé. Enfin, les éditions Soleil et JL Istin tiennent particulièrement à remercier François Hack, ça ils l'ont déjà dit. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez, essayez de louer ce truc. Vous savez que moi je suis plutôt contre le consumérisme, donc je vous dirais pas trop de l'acheter, mais essayez de faire pression auprès de votre médiathèque si vous. Parce que moi, oui, à un moment j'étais bénévole dans une médiathèque, donc j'étais un peu dans le circuit des gens qui pouvaient. En fait, non, j'étais ça avec mon père, hein, parce que j'avais quoi, 14-15 ans, donc oui, et donc en fait, on voyait les gens un peu qui recommandaient leur BD, et en fait, on avait le pouvoir un peu de décision, parce que c'est quoi, globalement, c'est des boomers ou autres qui ont pas beaucoup de gens qui leur demandent des trucs, tu vois, enfin moi là où j'étais, qui demandent d'acheter, de commander certains bouquins pour la médiathèque. Et du coup, il suffit de parler de manière un peu, voilà, dire ah ouais, ce truc-là, ça a l'air vraiment pas mal et tout. Et après, elles vont dire ah bon, oui, et elles vont prendre le truc et du coup, toi, tu peux l'avoir. Bon voilà. Après ça, c'était moi dans mon petit village, mais peut-être que dans des grandes médiathèques, genre si vous êtes dans une grande ville, ça marche pas comme ça. Il doit y avoir plein de demandes et des gens qui tiennent peut-être pas compte des demandes pour faire ça. Mais bref, peut-être essayer de le faire acquérir par votre médiathèque. Sinon, essayez de vous le partager ou de l'acheter. Voilà, si vous avez beaucoup d'argent, ça peut être pas mal. Plutôt d'occasion, hein. Moi je favorise plutôt l'occasion. Après, il doit pas y avoir de réédition, enfin j'en sais rien. Il date de quand d'ailleurs ce bouquin? On va voir. 2017, c'est super récent, bidon, c'est 2017. Ah oui, bah si, il doit y encore avoir des rééditions. Voilà, Soleil Celtique, Comte de Bretagne. Bon, voilà. En tout cas, sur ce, j'espère que je vous ai. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Hein. Est-ce que c'était sympa de présenter cette BD? Est-ce que vous avez envie de la lire? Moi, je vous la recommande chaudement. Puis voilà, je vais essayer de lire Mémoire d'un paysan bas breton. Est-ce que vous connaissiez cette personne, Jean-Marie Desguigné? Est-ce qu'il est particulièrement connu? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Peut-être que si vous êtes bas breton, vous avez déjà entendu parler. Mais voilà, c'est un destin incroyable. Et très très bien écrit. Et vraiment, en fait, je sous-estime un peu l'art du truc, mais oui, moi c'est cette image du Déguiné là qui est en train de pleurer avec sa femme qui est morte à côté, qui vraiment me touche au-delà des mots, avec tout ce qu'il a vécu avant. Et donc voilà, je trouve ça très beau. Allez, c'est parti. Je vous souhaite une bonne soirée l'élite. Merci à vous. Bye.